Eh bien, bonjour à tous et bon appétit comme tous les jours, je vous le dis à la même heure. Nous serons aujourd'hui avec vous jusqu'à 14h avec nos invités habituels du lundi. On peut dire le retour de Isma Ougonet. Bonjour. Bonjour. Tout va bien. On espère que Jacques va nous rejoindre dans un instant. Sinon, on va recevoir un peu plus tard Lorilla Rinson, c'est la directrice générale du MAC. On fera le point avec elle sur ce qui se passe au MAC. On entend beaucoup de bruit. Est-ce que c'est du bon, est-ce que c'est du mauvais? Elle nous dira tout ça. François Florimont, en direct de la Martinique, Amazon Caraïbes. Iman Soudan revient aussi après quelques temps de, on peut dire, de repos, entre guillemets, et sera là pour Iman, Danse avec Iman. Et puis l'actualité, c'est la mobilisation qui se poursuit à l'EFS, le problème du sang, vous le savez, les salariés refusent la délocalisation. On entendra un peu leur point de vue. C'est Charlie qui s'est rendu sur place. Gilles Raspeg, parcours complexe de santé, Stanley Manico, le reportage. On parlera aussi de l'interpellation de Jean-Marie Nomertin, enfin interpellation, si on peut dire. Il a été convoqué ce matin à la gendarmerie. On saura tout à l'heure ce qui s'est passé. Et puis Chantal Lévous est allée au CGSP à Basse-Terre. On va voir un peu si on pouvait négocier. Elle a fait une proposition de paiement. On regardera le reportage de notre ami Olivier Félix. Sinon, pour les États-Unis, c'est pratiquement, on peut le dire, plié pour l'ancien vice-président d'Obama, puisque Biden, pratiquement, il est en tête un peu partout. Il reste quelques milliers de voix à dépouiller. On devrait savoir ça au plus tard dans la soirée. Bien évidemment, Trump conteste tout. Il veut qu'il recompte toute qualité bitin, mais enfin bref, il admet mal sa défaite. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit notre ami Isma. Isma, bien bonjour. Bonjour. Tout bien, bien? Oui, oui. Là, vous bien? Oui, si on là, c'est que ça caille. Si vous là, c'est que ça caille. Bon, alors, ni problème quand même. Pendant que là, problème toujours, vous montez, vous couper de l'eau à monde. Ah oui, mais c'est grave, c'est excessivement grave. Hein. Mais il n'y a pas seulement couper de l'eau, c'est couper de l'eau à répétition. Couper de l'eau à même on l'a 3 fois et c'est en folie pour ces messieurs de couper de l'eau, de couper de l'eau, de couper de l'eau. Alors, encore rappeler quand même que nous avons un arsenal juridique qui a protégé les usagers là. Et ça a commencé, et puis loi Brot 15 mars 2013. Il faut nous bien comprendre ça. Et loi là, ça est précis. Il a dit qu'un distributeur d'eau ne peut pas couper de l'eau à monde pour facture non impayée à dans résidence principale. Attention, c'est là où arrêter. On fait comprendre pourquoi ces messieurs font un petit GBC en sachant bien que c'est là mon là mais il y a dit par exemple il y a protester que pas de monde là alors que mon là présent en case là. Deuxième bitin vous savez là font loi faut un décret d'application qui j'ai appliqué et effectivement le 27 février 2014 décret d'application l'a sorti et il baille les conditions il a dit mis comme ça effectivement on peut appliquer on peut pas couper de l'eau, interdiction, il met une interdiction aux distributeurs d'eau de couper de l'eau à monde à des résidences municipales. Donc, à partir de ce moment-là, ça était fini. Mais, vous savez, et c'est là que vient ça, les multinationales de l'eau, il y a un vrai danger là. Et ils ont commencé à porter manœuvre, ils ont dit non, ça va empêcher de gagner l'argent, ça va empêcher machin. Donc, c'est anticonstitutionnel et il y a eu le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, le 29 mai 2015, a dit attention, coupure et interdiction à coupure d'eau dans les résidences principales conforme à la Constitution. D'accord. Donc il si vous voulez, il bétonnait la loi là en fait. Parce qu'il dit il conforme à la Constitution, pas de moyen de manier la loi là. Donc, on ne peut pas comprendre comment des gens ont osé couper de l'eau à monde et faire mon paix. En couper de l'eau, ça s'ouvre ou pas payer, etc. Pour le même pays là, c'est notre problème. Hein. Il n'y a débrouiller pour toucher l'argent, mais ça c'est mais de l'eau là, pas manier de l'eau à monde là. Vous comprenez? Donc, c'est très important de faire le point. Parce qu'on a pensé qu'il faut nous sortir dans ça. Et en fait, un problème là qui posé là, c'est le problème du délégataire, parce que c'est là ça qu'a fait. Et c'est pourquoi moi, j'ai écrit président à comité d'agglo Nord-Basté, il a dit comme ça, c'est vous qui êtes responsable de l'eau là. À ce on nous dit que c'est délégataire, là c'est délégataire à vous. Il faut contrôler ça qu'il a fait. Si vous ne pas contrôler, c'est si lui nous retourner pour arrêter ça, parce que nous allons courir. Le problème là qui est là, c'est un problème de droit.
là, couper de l'eau, là, ça totalement interdit. Nous avons ouvert de l'eau là. Ouais. Quel que soit on fait, nous avons ouvert de l'eau là. Donc, comment ou quand réclamons nous couper de l'eau ou pas ouvrir de l'eau et de l'argent? Comprenez? C'est ça le problème là. Nous n'avons pas ni rien pour prendre l'argent, ni on a un juridique aussi, ni des moyens, on peut faire manœuvre, avoir un juge et réclamer, venir dossier, on fait payer. C'est comme ça, c'est la seule solution qu'il y a. Mais quand on coupe de là, on veut que nous arrêtions puis ça. Et si vous voulez, à partir de la question à Covid là, on ne peut pas rassembler le monde, nous avons déjà résolu le problème là. Nous avons décidé de faire un cas et puis c'est messieurs et situation là ça. Mais nous, dans le contexte là, ça nous a dit attention, nous avons pour marcher. Mais alors, oh là, ça sorti, le fait qu'on comprendre, on dispute de l'eau. Mais, moun là qui en délégation là, l'idée c'est faire l'argent, délégateur là. Mais de l'eau, après un côté, moun qui fait l'argent, ça finit. Ouais. Après un côté, c'est pourquoi il faut arrêter les délégations de services publics. Ça pas ni mettre à faire dans de l'eau. Parce qu'il faut comprendre que l'ONU, encore que c'est très important, le 28 juillet 2010, il prend effectivement l'Assemblée générale à l'ONU, toutes les nations représentées, et ils mettent d'accord pour dire, eh bien, l'accès à de l'eau potable salubre, c'est un élément indispensable au droit fondamental. C'est un droit fondamental qui est indispensable à l'exercice de tous les autres droits. Ils mettent au-dessus de tous les autres droits de l'homme. Parce que c'est lui, il y a dit ça, sont fondamental pour l'exercice des droits. Donc, si base à résolution à l'ONU là ça, qui fait en 2010, vous-même comprenez que pour le monde ne peut pas aller à l'encontre. Parce que, et pourquoi l'ONU prend ça? L'ONU prend ça parce qu'il rend compte, et après on l'a association, notamment l'association à Mitterrand, etc., tu as montré que l'eau, c'est la première cause de mortalité de le monde. 8 millions de monde qui sont morts toute l'année, et puis à cause de l'eau qui n'est pas bon, qui n'est pas propre, et notamment les timons. Notamment Timon. Plus qu'il longtemps, comme c'est rien. Son passage, mais l'eau là, c'est régulièrement. En vue du Covid, c'est un moment, c'est l'année là, ça, qui font un homme, nous pas savent. Mais à pas chaque année, Covid qui fait autant. Ouais. Mais de là, chaque année, et ça, vous constatez, on l'a aussi mon mort parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc, il prend des mesures pour faire en sorte que de l'eau potable, de l'eau salubre, arrive à Casamoun, quelle que soit la condition, pour mon année accès là, et on ne peut pas manier de l'eau là, ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est en jeu là. Et à partir du moment là, ça, nous dit, nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2020, on va couper de l'eau à monde. Et il y a fait chantage, fait ces gens-là, ils baillent des sommes, verser des chèques, etc. Pour effectivement, alors que c'est ça totalement illégal. Totalement illégal. Alors, mais là, il y a coupé de loi à un monde comme ça. Qui recours, qui possibilité qu'il y a pu faire pour. Seul recours qu'il y a, c'est l'association. L'association, là. Nous avons ouvert tout de suite. D'accord. Quand tu es malade, effectivement, parties interviennent tout de suite à cause de la maladie là. Mais à partir du moment qu'on t'est guéri, tout de suite. Depuis qu'on crie moins, nous avons un dispositif que nous avons des camarades, nous avons intervenir. Nous avons intervenir, nous avons ouvert de l'eau là. Et même, nous avons mis des appareils, des butins, nous avons coupé ça, et puis des meules, etc. Nous avons coupé ça, nous avons libéré de l'eau là. Parce que, parce que, admettons, il y a dire, c'est là à montrer inutilité à médiateur là. Alors, il y a coupé de l'eau, il y a un médiateur, ou quoi, c'est 2 ans qu'à traîner de l'eau là, fermé toujours. 2 ans qu'à traîner. Pas ça. Donc, on a une association qui intervient et personne ne peut pas empêcher nous de couper de l'eau là. Mais ça, quand on dit qui est grave, parce que c'est une des gens qui est aspiré et ça peut dégénérer et créer un problème si mon nez a vu couper de l'eau là. Ouais. Et c'est pourquoi on dit, monsieur président du comité de l'aglo en Nord-Bastin, on dit fais attention, parce que ou informer, en saisir par un courrier bien précis pour dire mais ça il peut arriver, pas dire ou pas au courant. Et quand il fait balle mettre la matin, courrier là en bas président du comité de l'aglo là, puis ça c'est l'osbar, c'est le président de la communauté d'aglo là, comme il a contesté tellement, mais enfin, on prend le temps, bon, pas si invalidé, mais pour le moment, il est en place. Comment non? Alors, il y a une question que j'ai posée moi l'autre jour, ils font poser ça, ça n'a pas rien à voir avec couper au de l'eau là. On bouge des cafés mouvement, quasiment ça. Qui j'en fait un pays qu'on a Guadeloupe qui tout ça rivière, tout ça sous ça de l'eau, ni pour de l'eau. Oui, mais c'est une question de gestion. Et puisque de l'eau là, en fait,
une rivière, tout ça, mais de l'eau là, il ne faut pas prendre une rivière là, il faut traiter de l'eau là, il faut etc. Oui, mais enfin, par exemple, ou quoi prendre ça, quoi qu'il a Bastéo, la Guadeloupe, proprement dit. Ils ont l'eau rivière. Peut-être ni moins ce qui est en grande terre, mais ni sous ça de l'eau. Pas ni problème à ravitaillement. Non, nous avons un excédent de l'eau qui est impressionnant. Alors, nous avons 7000 mètres cubes d'eau par personne par an. La France, c'est 3000 litres. Nous avons longtemps plus d'eau disponible que la France. Le problème là, c'est de l'eau là, puisqu'il faut traiter, il faut une canalisation, il faut envoyer à Cameroun. Et de l'eau là, payer de l'eau là. C'est si base à l'argent nous avons versé qu'il y a payer les investissements. Et expliquer le mécanisme là qui fait que nous avons un bab. Vous voyez, tourner, vous dire machin, mais en réalité, c'est mais la confier de l'eau en nous, en délégataire, qui c'est la générale des eaux, qui c'est des multinationales, c'est nous connaître, faire l'argent, connaître machin, c'est messieurs, c'est ça ils fait nous. Donc, si vous voulez, partir tout l'argent là qui est disponible là, tout l'argent là, on va bailler là. Parce que là, on paye facture là, ou payer salarié là, ou payer l'eau là, recevoir là, ou payer les investissements, ou payer les réparations. C'est ça le problème là, facture là, il y a tout ça dedans. Or, si vous ne faites pas de réparation pendant 30-40 ans, c'est des milliards ou empochés. Mais milliards, ça, il y a manqué nous. Et vous avez un réseau qui dit 2500 km de fuite. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est un bitin qui est simple, c'est une question à Casa, c'est même une question économique. Ou pas réparer à rien à Casa, parce que ça a dégrené si. Parce que vous pas jamais fait réparation alors que l'argent là est disponible. C'est ça, il arrive nous, pour de l'eau. Parce que vous pas boire de l'eau en rivière là, on veut dire, il faut y traiter, il faut y voyer, il y a un bitin, il faut y. Nous, on dit tout à l'heure là, de l'eau qui a payé de l'eau. Mais d'après ça, nous avons vu ces multinationales là, de l'eau, viennent en business. Mais c'est un business. Et nous, on film tellement bien monté que tout lui fait. Et quand même, qui j'en fait l'argent et de l'eau? Et c'est un business. Ils sont vraiment business. Et c'est messieurs. Mais ces messieurs vrais, ça veut dire on aubaine pour eux. Ils rentrent à dedans, ils glissent. Et au fond, ils proposent ça quoi qui est un partenariat public-privé. Ça veut dire que son partenariat, ça veut dire que aspect public là, et les machins, les usines, tout ça qui appartient à la commune là, à l'association là, à la communauté de la Glola, ok? Et il y a un aspect gestion là, parce que c'est des gens qui connaissent, etc. Mais en réalité, à pas mettre partenariat public-privé, son privatisation, parce qu'en réalité, c'est toute connaissance, toute matériel là, il y a en place, et tout l'argent là, c'est eux qui a fait. Il n'y a pas même demandé ces messieurs à vie à eux. Alors que, pour augmenter le prix là, normalement, c'est le comité d'aglo-là qui a baillé à Valaï. Il peut faire une proposition, mais il peut augmenter. Pourquoi on doit augmenter pas de butin? Et un butin qui est important. Il peut augmenter le prix à $, on peut dire pas d'accord. Israël a dit pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Donc, parce qu'elles sont unilatérales. Or, on veut dire que c'est conseil, parce que de l'eau là, on ne peut pas faire ça, vous voulez dans la gestion de l'eau là. Parce qu'on prend des droits pour faire ça. Donc, on peut dire pas d'accord, ça veut dire qu'on peut dire, bon, on peut arrêter l'abonnement aussi base là ça. Si base là ça, et sans pont frais. Vous comprenez? Alors, pendant qu'on là l'année, où ça problème à la société unique là, et toujours resté même bien là. Enfin, autant de disant ça passait entre la CAOL, entre Cap Excellence, etc. Bon, président a au excellence mot, mais le problème là reste posé toujours. Absolument. Mais ça nous dit, c'est ça dommage parfois. Il n'y a pas l'intérêt général. Nous avons l'intérêt particulier, des petits groupements, etc. Et vous avez fait une sorte un groupe qui épanouit toutes les communes là-dedans, etc. Toutes les communes là-dedans. Oh là, on a ça. Non, pour nous sortir dans ça, il faut nous avoir une structure unique de production de gestion de l'eau. On peut après ça regarder qui gens ont fait sur le plan technique, mais il faut nous avoir un global unique et toutes les communautés d'agglo là-dedans, et nous quand même mutualiser les moyens, et ou quand des projets, etc. Pour le moment, c'est qu'on pas de l'argent là. Non. Donc, pas de l'argent là parce que ils n'ont pas qu'à poser problème à l'argent là où là il passé. Mais nous, beaucoup de grands techniciens, sont grands machin en France, ils viennent, il y a donc formation, ils disent nous, mais ça qui fait, ils nous clairement. Mais c'est toutes ces là qu'on est ça qu'on nous, mais pour le monde pas poser sur le plan judiciaire, question à la générale des eaux, il posé à Hernandez, d'accord, mais Hernandez c'est très peu d'argent. À part ça, si Hernandez ont fait tout l'argent là, pas ça qui résout le problème là. Mais général des eaux, oui, ça y passe, et puis là, c'est ça qui empêche nous d'avancer.
Ouais. Donc, problème à syndicat unique là, c'est première étape là. Ah oui, pour moi, nous payons sortir dans la nouille là, si nous pas décider des fonds d'effort pour nous créer un syndicat unique à de l'eau, et sans pas mon délégation. Parce que c'est ça, on peut faire un syndicat pas délégué. Délégation de service public. Il faut arrêter, puis ça. C'est ça qui a mis nous. Parce que mon délégation là, ça qui a intéressé faire l'argent. À part des services de l'eau là, à part des barons de l'eau de qualité, etc. Puis il paye, pas dépenser, puis il a gagné l'argent. Comprenez? C'est le principe même dans le capitalisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Bougla peut pas réparer Pontillot, même si vous donc, au lit entre-temps, il a gagné l'argent. Et laissez, mais c'est vrai problème, il chope quoi ailleurs. Il chope quoi ailleurs, c'est nous à caca, nous. Comprenez? Donc, c'est ça le problème là. Il faut nous aller vers une structure unique. C'est eux qui ont dirigé, moi pas besoin de rentrer pour garder des directions, hein. Mais c'est intérêt à pays là. Nous n'y comme du seulement de l'eau en pays là. Il faut nous chercher ça, il faut chercher les partenaires qu'il faut pour trouver l'argent là, pour mettre en place ça nous faut les usines, les canalisations réparer. On doit dire un réseau neuf. Ou que réparer un bien qui pas bon, on pays fini. Son réseau neuf pour construire, quoi recommencer un bien, mieux qu'on construire l'hôpital neuf, parce que vous pas construire ce mot là qui est là. Vous comprenez? C'est sa question là. Ouais. Bon, alors, on voit qu'il y a réglé. Alors, imaginez, pour début à l'année, parce que je ne vais pas oublier le Siak Kaimo, là, fin un mois là, le 1er décembre. Bon, alors, imaginez que vous fait syndicat unique de l'eau là. Il réussit à mettre d'accord sur ça. Enfin, bon, oui, en 2021. Pour ma qualité de l'eau là, à qui moment il a posé? Il y est, et moi, il y a on veut dire. Puisque de l'eau là, faut traiter, faut la prendre, etc. Donc, je veux dire que là, il fait structure unique, là, somme de 6 papiers. Ouais. Oui. Comment dire comme ça? Entre fait 6 papiers, oui, c'est juridiquement il a. Ouais. Mais puis opérationnel sont notre butin. Hein? Ouais. Ah, vous comprenez? Comment d'un seul coup, on fait toutes ces petits bidins là qui là, vous comprenez? Non, il y a une gestion, il y a tout un travail qui fait d'unification, de progressivement pour mettre en place, pour reclasser ces travails là. Nous, on série de travail, ça, il peut faire ça. Ouais. Non. Mais il ne faut pas demander tout de suite, non. Nous, de l'aide de moins, non, il y aura 6 mois, mais non, vous pouvez étaler, pour faire reconstruire. Mais, question centrale là, opposée, de l'eau là qui arrive à robinet, là, sont de l'eau qui doit être de bonne qualité. Hein. Justement. Donc, fournir les bitins de traitement, fournir tout ça, il faut. Et nous carré dans les associations à de l'eau qui a dans le capé, nous avons dit qu'effectivement, il faut bon de l'eau. Hein. Mais, deuxièmement, mais bon de l'eau, c'est bon de l'eau qui effectivement pas ni pesticides. Donc, de temps en temps, le code. Qui panient, on sait des produits chimiques qui dangereux pour l'organisme, notamment l'aluminium. Il a fait comme si l'aluminium était anodin, alors que l'aluminium grave, puisque nous limite, c'est 200 microgrammes. C'est un produit cancérigène. Bien sûr, bien sûr. Et puis ça panne dans l'organisme, pas ni aluminium. Bon, donc, et alors que dans d'autres côtés, ça règle le problème là. Parce que c'est une question de floculation, c'est des sels d'aluminium qu'on met pour jeter faire en sorte que les particules qui sont en suspension tombent pour purifier de l'eau là. Mais on peut faire les sols ferrés pareillement. C'est même bitin là. Mais pourquoi, bon, hein, essayer de demander ces techniciens, pourquoi ils ne pas apprendre ça alors que c'est le fruit là, non longtemps moins dangereux, mais ils croient que c'est bien. Est-ce qu'elles sont en question de coût? Pas ça. Mais la qualité de l'eau là, tant qu'on paye la qualité de l'eau là, ou pas comment nous demander l'argent. Hein. Dernière question que vous posez. Qu'est-ce qui est principal dans le problème de l'eau là? Régler le problème à tuyauterie de l'eau là, qui veut dire ça y est, canalisation là, mais pas ma qualité là, ou bien tu es des liens. Ah non, on ne peut pas. Premièrement, l'eau voit, en termes légaux, ça la loi dit. L'eau voit mon là abonné en main à l'eau là. Il faut qu'on baille l'eau régulièrement. Ah d'accord. Mais premier là quand même, il faut qu'on baille l'eau. Premier, texte ça dit ça, et c'est en recommandation à la commission de machin, il a dit comme ça, encore rappelez les autres, ils voyons on note pas tous les communes à l'époque, c'est les communes de Ni, encore rappelez les autres, premier devoir, c'est pas mon nom de qualité, premier devoir, baillons de l'eau vrai de qualité. Deuxième bien là, est lié, il faut bailler de l'eau tout le temps. Pas de faire couper d'eau, pas de faire comme ça, tout l'eau, ça peut exister dans le service public, sans service qui est en continuité. Voilà la question là, voilà comme ça pour traiter ça. Mais mieux ne pas devant le temps, ou pas avoir mon l'eau, pour que l'argent va demander. Vous comprenez? C'est ça le problème là.
Ok, ben merci Isma. Quand vous venez vers un paquet faux, ça bon, c'est un bon signe. Il y a exactement 12h51, nous allons prendre un petit tour dans l'actualité et nous allons descendre dans l'établissement français du sang. Les faits qu'on a créé, peut-être qu'il faut créer l'établissement guadeloupéen du sang, puisque vous voulez délocaliser, vous voyez un certain nombre de monde qui travaille là en France et surtout traiter sans là en bas là. Et donc, si travailler là, il n'y a pas après ça, l'UTS sujet mobilisé depuis hier, nous voyons premier décattement à ces travailleurs-là. Et donc, c'était première réaction à eux. Deuxième réaction là, c'est Charlie Dagonia qui a dans ça. Nous avons besoin de la voix tout de suite en nous garder. Nous, ni techniciens là, nous non établissement, nous ni tout appareil qu'il faut, c'est juste biologiste nous besoin. Et que si effectivement, nous avons un problème direction biologiste, il faut aussi l'État, le ministère, le siège savent qu'il y a qu'à faire. Puisque nous, ça ne peut pas continuer comme ça. De toutes les manières, c'est facile. C'est facile de dire que tu es parti, puisque c'est ça que déjà voulu dès le départ. Donc, c'est toute compétence scientifique en nous, nous capable. Alors que déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, non, nous pas dans la logique là, ça. Mais 6 techniciens en laboratoire là, 6 personnes qui ont besoin de travailler en France métropolitaine. Donc, faut le laboratoire là fonctionner. Et en plus, moi qui insiste sur les conditions sanitaires en nous ici en Guadeloupe actuellement. Nous avons besoin sans pour les malades Covid rapidement, nous avons besoin sans frais, nous avons besoin de plaquettes. On ne peut pas dire qu'elles sont là qu'à attendre. Tu blagues à partir, résultat qui retourner. Mais c'est impensable. Qui gens monde peut imaginer un tel scénario? Donc c'est que yoka pour nous pour des canclos. Et nous pas canclos en fait. Puisque nous démontrons que yoka plus B. Les aléas climatiques, problème à l'aéroport. Regardez actuellement, Martinique confinée, nous avons un problème à échange. Alors à plus forte théorie, les problèmes à avion, il y aura des avions qui partent à 19h, mais le plus souvent, l'avion prévu à 19h, il partent à 22h. Donc, tout effet domino là qui est négatif, qui nie derrière toute organisation là, ça. Donc, c'est pour ça que nous mobiliser, nous disons que nous ne pouvons pas accepter ça tant que nous pas des réponses pérennes pour l'établissement. Deuxième sujet dans l'actualité, avant la pause de pub. On prend la pause de pub d'abord? Mais on prend la pause de pub d'abord, on se retrouve tout à l'heure puisqu'il est 12h53, à tout de suite. Voilà, il est exactement 13h03. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir dans un instant Lorella Rinson. Bonjour. Bonjour Danick. C'est la directrice générale du MAC. On fera un petit point avec elle puisque ça fait plus d'une année maintenant qu'elle est à la direction de ce MAC et ça ne doit pas être toujours facile. Pour l'instant, ce qui n'est pas facile, c'est le parcours complexe de santé. C'est le Gilles Raspect qui a lancé cette opération et c'était devant la caméra de Stanley Manico. On regarde. Aujourd'hui, une personne qui a une pathologie chronique est suivie par son médecin traitant, par souvent des médecins spécialistes, mais ce n'est pas suffisant. Dans la vraie vie, dans la réalité quotidienne, plusieurs facteurs s'entremêlent et on a besoin d'avoir une vision globale de ce qui est médical, médico-social, social, c'est-à-dire clairement de quoi chaque personne a besoin pour pouvoir être accompagnée dans sa vie de tous les jours et dans sa pathologie chronique ou dans sa précarité sociale. Il s'agit aujourd'hui de parcours qu'on va appeler complexes. On va tenir compte de la culture, de l'éducation, de l'acceptation et de la compréhension des propositions thérapeutiques. On va tenir compte de l'environnement aussi. Eh bien, il faut qu'on aille chercher en fait des structures, des institutions qui vont être à l'interface entre les propositions thérapeutiques et le domicile. Très souvent aussi, les personnes âgées cumulent ces différentes pathologies et comme je vous ai dit, on rajoute aussi l'isolement avec notre particularité de département éloigné ultramarin. On est dans un contexte sanitaire très délicat. On va s'enrichir aussi des mesures Covid. On va s'enrichir effectivement de toutes les contraintes que nous avons au niveau sanitaire. Les mesures barrières, c'est fait pour protéger la population, mais ça pourrait être aussi un accélérateur d'isolement. D'autant plus que la crise n'est pas terminée et que nous apprenons à nous adapter et à accompagner ces personnes qui ont déjà perdu beaucoup de repères et qui sont très souvent dans l'anxiété de savoir comment les choses vont pouvoir continuer.
Voilà, je voulais dire, nous recevons la directrice générale du Memorial Act, le MAC comme on l'appelle, il y a à peu près 1 an et 1 mois, maintenant que vous avez été nommé à la tête de ce MAC. Alors, avant de vous rentrer dans le vif du sujet, comment on devient directrice du MAC? Est-ce que vous êtes le salarié de la région ou de la DAC? Enfin, je ne sais pas, je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Alors, depuis le 1er août 2019, le MACT est devenu un établissement public de coopération culturelle. Oui. Donc, c'est un conseil d'administration qui recrute le directeur général dans tous les EPCC de France. Et donc, le MACT, alors, a cette situation un peu complexe, mais ça a été aussi le cas pour un certain nombre de ces établissements, c'est que le MACT a 1 an d'existence en tant qu'établissement public. En revanche, le MACT a 5 ans d'existence réelle, donc avec une équipe, avec un fonctionnement, avec des activités. Mais ces 4 premières années étaient sous gestion directe de la collectivité générale, semi-directe, puisqu'il y avait de la collectivité régionale, puisqu'il y avait la SEM patrimoniale qui assurait en réalité le fonctionnement administratif et financier, et donc le directeur général de la SEM patrimoniale assurait les fonctions de direction générale pour le MACT. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est difficile de diriger un organisme comme le MAC en Guadeloupe? Alors, je ne crois pas que ça soit difficile si tout le monde y met du sien. En fait, la difficulté, elle vient très souvent de nous-mêmes, malheureusement, parce que le MACT, alors, vous voyez ce grand paquebot architectural, mais en réalité, on est entre 30 et 40, c'est une petite équipe à l'échelle... C'est suffisant pour un organisme aussi important? Oui, largement suffisant pour l'instant. À l'échelle du monde des musées dans la Caraïbe, en France, en Europe, on a, je crois, une bonne place en fait en termes d'institutions. Et en réalité, il n'y aurait pas trop de difficultés si ce n'était cette période de transition qui est extrêmement complexe parce que chacun doit faire aussi l'apprentissage de ce qu'est un établissement public de coopération culturelle. Oui. C'est nouveau pour tous et notamment aussi pour les membres du conseil d'administration. Et donc, il y a une question de frontières, de limites, de fonctionnement dont on doit tous faire l'apprentissage ensemble. Et c'est ça qui peut être parfois douloureux pour certains. Alors, j'avais pu comprendre, puisque j'ai entendu ça il y a quelques années, vous n'étiez pas encore là, que le MAC n'était pas un musée. Est-ce qu'il est devenu aujourd'hui un musée comme les musées qui existent en France, ou est-ce que son statut en tant que PCC a permis un changement? Alors, il y a 2 choses. En termes de statut, le MACT n'est pas encore réellement un musée, en tout cas un musée de France, homologué musée de France. Oui. En revanche, en termes de fonctionnement, de proposition, d'offres culturelles, depuis le début, le MACT est plus dans la catégorie musée en termes d'exposition permanente, de proposition d'exposition temporaire. Donc, ce débat autour du musée, c'est un débat qu'on va devoir avoir dans l'année qui arrive, là, notamment avec le conseil scientifique qu'on va installé, mais sans donner vraiment la réponse déjà, mais c'est un peu quand même un faux débat parce que il y a une très grande réflexion dans le monde des musées en ce moment pour définir ce qui est le musée du 21e siècle. Et je crois que justement le MACT a quelque chose à apporter dans cette réflexion en termes d'innovation, de ce que peut être un musée dans la Caraïbe, un musée dans un endroit où le patrimoine culturel et matériel est plus important que le patrimoine matériel en termes de proportion et en termes aussi de pratiques culturelles. Donc, je crois que la difficulté avec le terme musée de départ, cette difficulté-là, elle était liée à une approche du musée un peu de cette institution poussiéreuse, centrée uniquement sur ses collections. Voilà, le musée, ça a énormément évolué. Et d'ailleurs, le MACT, en 2017, a eu le prix qui a été décerné, le prix du Conseil de l'Europe. Il a été décerné par le prix du musée européen. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment dans cette catégorie-là que le MACT peut s'inscrire. Alors, la grande difficulté aujourd'hui pour la culture en France et aussi en Guadeloupe, c'est que pratiquement il ne se passe rien. J'ai vu une affiche disant que le MAC était le seul organisme de ce type-là à être ouvert en novembre. Comment vous réussissez à faire ça?
Alors, on est aidé par justement les décisions gouvernementales sur, et là pour le coup préfectorales, sur le confinement ou pas. C'est le confinement qui oblige toutes les institutions à fermer. Donc on se retrouve dans cette situation. Nous, on a réouvert le 11 juillet sans discontinuer, avec évidemment les 2 premiers mois. Tant qu'il y a eu un creux en fait dans la vague épidémique, on a eu énormément de visiteurs, à peu près 20 000 visiteurs entre juillet et août, d'autant que c'était une période de grosse activité. On fêtait les 5 ans du MAC sur 5 semaines, il y avait chaque semaine une activité, une thématique différente explorée, donc on a eu énormément de visiteurs. Les 3 premiers jours, on a eu 1500 visiteurs. En revanche, dès que le seuil épidémique est remonté, les préoccupations des visiteurs potentiels, elles sont ailleurs. Et on a eu là à nouveau une chute des visites. On est à peu près à 30% du nombre de visiteurs. Mais quand je discute avec mes homologues des autres musées, des grands musées européens, ils sont à 10%, ils sont à 5%. Depuis le début novembre, ils ont fermé à Londres, à Paris, voilà. Donc, nous, on a cette chance-là, peut-être parce que notre vague a été un peu... on a connu un pic un petit peu, voilà, un peu avant voilà. C'est ça, oui. Donc du coup, maintenant où le confinement est, on reconfine, la Guadeloupe n'est pas reconfinée, donc on est dans cette situation où le seul grand musée de France ouvert, c'est le MAC, en novembre. Oui, alors, rentrée culturelle ou pas pour le MAC? Alors justement, parce que là, il faut qu'on s'habitue à vivre avec ces pics et ces creux. Hein. Oui. Chaque fois qu'il y a un creux dans le seuil épidémique, ou en tout cas que le taux redescend, nous, on en profite pour faire une offre culturelle plus importante. Et donc, effectivement, c'est un peu une rentrée culturelle pour nous, pour 2 mois. On pense que jusqu'à mi-décembre, ça devrait aller. Effectivement, entre septembre et octobre, on a dû un peu... ralentir en fait notre offre et reporter les manifestations qu'on avait prévues pour s'adapter à la situation sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir si tout va bien, oui. S'il n'y a pas de nouveaux pics, qu'est-ce qui est prévu dans les semaines ou les mois qui viennent, au moins jusqu'à la fin de l'année? Alors, ce qu'on propose déjà, c'est le vendredi soir, une nocturne. Donc, le MACT ouvre le vendredi soir jusqu'à 21h avec une offre spécifique. Et on va concentrer un peu nos offres sur le vendredi et le week-end. Donc, on a Parole à Patrick qui était... prévu déjà pour son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, je crois. Voilà, oui. Tout à fait. C'est la première création théâtrale du MACT. C'est une résidence artistique que le MACT a souhaité soutenir en fait et initier, qui a commencé au mois d'août. Donc elle était en réflexion depuis le mois de mars et l'idée était à la fois de commémorer les 10 ans de la mort de Patrick Saint-Éloi au moment des Journées internationales du patrimoine et puis de prolonger cette commémoration pendant le mois du créole et de terminer donc avec la journée internationale du créole. Alors évidemment, on a dû reporter tout ça. Les comédiens ont continué à travailler. La résidence théâtrale s'est poursuivie au MACT et c'est en novembre, fin novembre, qu'on va pouvoir proposer au public le résultat de ce travail. Combien de personnes seront admises, auront la chance de voir ce spectacle? Alors, on a une jauge de 128 personnes par soir, mais on va faire plusieurs soirs, justement. Ah, il y aura plusieurs soirs. Voilà, pour permettre à un plus grand nombre de personnes de voir ce spectacle. Et puis après, on va partir en commune, l'idée de le faire... MAC hors des murs. Voilà, le MAC hors les murs, de faire un peu tourner ce spectacle en même temps que cette programmation de MAC Tandéra qu'on aimerait bien aussi mettre en œuvre, mais qui est, depuis le mois de mai, stoppée par la pandémie Covid-19. On a vu, tout à l'heure, on a vu l'image, le mot phrasé, il continue ou il s'arrête? Alors, le mot phrasé continue. Le mot phrasé, donc, c'est de juillet à décembre. Cette exposition est encore visible au MACT, avec des ateliers. On va pouvoir à nouveau vous proposer des ateliers pendant les mois de novembre et de décembre. Et puis, le mot phrasé, c'est une invitation à un artiste de venir dialoguer avec les thématiques du MACT. Donc là, on va recevoir en résidence Ronald Cyril, qui va arriver au MACT ce lundi.
pour 2 mois. C'est une résidence qui est un partenariat avec le Perez Art Museum de Miami. Donc nos 2 institutions se combinent pour proposer cette résidence à Ronald Cyril. Il devait partir à Miami, mais évidemment, voilà, la situation fait que toute la résidence va se passer au MACT, mais en relation avec le Perez Art Museum. Donc lui aussi va m'ophraser dans sa veine artistique, dans sa veine créatrice, les thématiques du MACT. Décembre, quelque chose en décembre? Pas encore. Alors, en décembre, donc là, en fait, on est beaucoup sur la programmation de novembre parce que on est un peu dans cette immédiateté à chaque fois. C'est maintenant une autre façon de travailler pour nous, normalement des institutions. C'est du coup par coup, en fait, c'est ça. Voilà, comme les nôtres prévoyaient à 2 ans ou 3 ans, on a des projets pour les 2-3 prochaines années, mais à chaque fois, on est obligé de réajuster. Et donc là, en novembre encore, ce qui va se passer, c'est que le cours de créole, donc notre MACT en parole, qui est animé par Hector Poulet. Hector Poulet, oui, c'est ça. Hector Poulet donc, a commencé ses cours de créole en février. Ce sont des cours en fait de civilisation et de langue pour un peu approfondir aussi notre bonne maîtrise du créole. Ce sont des cours qui s'adressent à des créolophones et à des non-créolophones. L'Orila, on va parler créole? Oui, on va parler créole. Ah, bon, d'accord. Non, mais on va demander. On va parler, on va maquer. On va maquer aussi. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire au MACT, c'est que dans toutes nos campagnes, nos titres sont à la fois en français et en créole. Oui. Le créole est vraiment, les 2 langues sont sur le même plan dans l'institution, dans nos relations de travail. Le créole a toute sa place dans l'institution. Alors, autre chose, j'ai remarqué qu'il y a de la gratuité maintenant, parce qu'avant, il fallait payer quelquefois. Bon, il fallait payer. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que c'est un cadeau qui est fait aux personnes qui viennent visiter, aux visiteurs? La gratuité, elle est temporaire. Il faut venir en profiter. Parce qu'en fait, elle a d'abord été instituée au moment de l'anniversaire. Oui. Et puis, on s'est dit, alors 5 ans, on offre 5 mois, en gros, de gratuité. 5 ans, 5 mois. Voilà. Oui. Parce qu'on préfère avoir des visiteurs. Et on sait bien que la gratuité, c'est quand même ça accélère quand même. Voilà, c'est un produit d'appel, on va dire. Voilà. Plutôt que d'avoir un musée payant, mais avec très peu de visiteurs. Donc ça, c'est un petit peu une réflexion qu'on a eue aussi avec nos collègues de la Caraïbe. Et donc, on a encore la gratuité pour encore encore un petit peu, encore 15 jours. Donc, jusqu'à 15 jours, c'est voilà. Après, c'est fini. Voilà. Après, on va revenir. Alors, on va avoir une réflexion sur les tarifs, parce que là, on a eu la première étude de public du MACT qui s'est déroulée pendant le mois d'août, juillet, août. Et on a eu des réflexions très intéressantes qui en sont ressorties, sur lesquelles on va s'appuyer pour mieux s'adapter justement à notre public. Et une des choses dont on a été très satisfait, c'est que justement sur ces questions de sécurité sanitaire, les gens se sont trouvés en sécurité. Ils ont trouvé que les mesures, que les protocoles sanitaires mis en place, que parfois on nous reproche d'être un peu trop rigoriste, mais c'est vrai que autant pour nos publics que pour les équipes, la santé, préserver la santé, c'est notre priorité et on ne veut absolument pas que le MACT devienne un cluster. Donc on a été très, très satisfait de se rendre compte que la réponse à ces protocoles sanitaires a été très, très positive dans le public. Et donc les gens se sentent en sécurité quand ils visitent le MACT parce qu'on a enlevé le maximum de vecteurs, en gros, de propagation du virus. Donc venez profiter du seul grand musée de France ouvert au mois de novembre. Et de la Caraïbe aussi. Et alors la Caraïbe n'est pas trop confinée, donc peut-être que... Mais il n'y a pas d'équivalent du MACT. Mais il n'y a pas d'équivalent. C'est le seul grand musée de la Caraïbe, effectivement. Alors, inutile de vous dire ça, Lorila, une fois que la promo est sortie, que vous venez ici, j'ai reçu plein de WhatsApp disant, etc. Alors, moi, je pose la question comme elle se pose. Est-ce qu'il y a un problème avec M. Bridan? Non, il n'y a aucun problème avec M. Bridan. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des questions de frontières, de compréhension. Qu'est-ce qui se passe réellement, au fond?
au fond de... Avec lui, parce que... Bah, en fait, voilà, je pense que c'est vraiment des questions de positionnement, de compréhension de ce que c'est que le PCC. Monsieur Président, il faut le dire, il est président du CA. Du conseil d'administration, voilà. Donc le rôle, en fait, il est du président du conseil d'administration, il est défini par les textes. Hein. Il y a eu un certain nombre de rapports, d'études faits par le ministère de la Culture sur les EPCC et leur fonctionnement. Et en réalité, c'est un peu toujours... c'est assez classique, hein. C'est pas propre au MACT, c'est toujours, comment on dit ça, on sait le mal crabe. Hein. Des mal Donc, paraissent en même tout là, voilà. c'est ça. Donc du coup, voilà, le problème c'est qui qui mal crabe là. Oui, c'est ça, qui mal crabe là, c'est lui ou vous? Alors dans les textes, c'est moi. C'est bon, oui. Donc, du coup, mais alors, est-ce qu'un conseil d'administration peut se faire sans la directrice? Alors, en fait, en réalité, la directrice a des mandats du conseil d'administration. Donc, elle répond au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, sa date et son ordre du jour sont fixés par le président du conseil d'administration en concertation avec le secrétariat du conseil d'administration. Et ce secrétariat est évidemment animé par la directrice et son équipe de direction. Parce que tous les documents sont préparés par ce secrétariat, tous les documents qui sont présentés au conseil d'administration. Donc évidemment, comme nous, on n'est pas quotidiennement en train de préparer un conseil d'administration, il faut qu'on nous laisse le temps d'en préparer un. Et donc il y a cette concertation, elle est nécessaire, elle est utile, elle est indispensable, à la fois sur la date et à la fois sur l'ordre du jour, parce que dans le conseil d'administration, c'est le moment aussi où nous, on fait des propositions de délibération qui nous permettent de mieux fonctionner, notamment dans cette première année où il y a énormément de choses à mettre en place. Donc nous, on a énormément de points à discuter avec le conseil d'administration. C'est aussi le moment où on présente le projet, les orientations, et donc ça, évidemment, on ne se lève pas un matin pour le faire. Et vous pouvez ne pas être au conseil d'administration? Quand le conseil d'administration, sa date et son ordre du jour n'ont pas été fixés en concertation avec le secrétariat du conseil d'administration, c'est pas un conseil d'administration, c'est une réunion où les gens discutent du MACT. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure que j'ai noté, vous avez dit que vous êtes très rigoriste. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très sévère, avec vous, pas de discussion, au contraire, vous appliquez les choses? Comment ça se passe en interne par rapport à gens, on dit oui, la directrice, il ne peut attendre à rien, c'est lui qui a dirigé? En fait, la règle, elle est unique. Hein. Toutes les règles qui sont noires sur blanc, il n'y a pas d'interprétation possible. Et c'est vrai que le dialogue, il se fait ailleurs, mais typiquement, on vient d'en parler, sur une règle où la date et l'ordre du jour sont fixés en concertation. Moi, j'ai une seule interprétation de cette phrase-là. J'en ai pas deux. Donc, sur ce genre de point, effectivement, moi, je comprends la langue française d'une seule façon. D'accord. Alors, revenons rapidement sur les choses à venir. Alors, il y a donc le Saint-Éloise. Quelle date exactement? Alors, ça sera fin novembre, les 28 et 29 novembre. Donc, en fait, il y aura un samedi et une matinée dimanche. Donc, une matinée, c'est-à-dire un dimanche après-midi. Donc, ce sera plus gratuit, ça? Alors, ça ne sera malheureusement plus gratuit. D'accord, on l'a raté. Bien. Voilà. Et le mot phrasé avec Alors, Ronald Cyril. Alors, le mot phrasé avec Philippe Tomarel, il continue jusqu'à décembre et on va probablement donc c'était prévu jusqu'au 31 décembre et on va probablement le prolonger un peu plus parce qu'on aimerait bien que Philippe Tomarel revienne pour animer des ateliers. Donc, il devait le faire à la Toussaint, donc la situation ne l'a pas permis. On ne sait pas s'il pourra revenir à Noël, donc on risque de prolonger un peu. Et puis, en même temps, parallèlement, il y aura donc la résidence active et interactive de Ronald Cyril qui va être dans un espace du MACT où les visiteurs pourront venir discuter avec lui, voir ses œuvres, le voir créer sur place et avec une restitution, une exposition à la fin dans les 2 mois. Voilà, donc... et autre chose, je veux dire, la suite de la programmation, on peut la penser à partir de janvier, si tout va bien, si la pandémie se calme en Guadeloupe? Alors, on a des projets, on a un projet, typiquement, on vient d'être labellisé QG Africa 2020. Alors, Africa 2020, qui, à cause de la pandémie, va se dérouler en 2021. Oui. Donc, nous, on sera QG pendant le mois de mai, entre mai et juin. Et donc là, on est en train de préparer ces manifestations
manifestations-là, mais à chaque fois, ce sont des manifestations qui demandent de travailler avec des gens à l'international. Donc c'est aussi ce qui met un petit peu de bémol en fait, ou qui nous demande d'être très prudents dans nos approches, voilà, parce qu'on sait bien qu'un mois, à 15 jours, tout peut changer. Et puis on a aussi un très très beau projet pour décembre 2021 de grande exposition. De la même envergure que Modèle Noir, mais il nous fallait ce temps-là pour pouvoir avoir à nouveau une très grande exposition au MAC. Alors, la première question que j'avais demandé, est-ce que c'est difficile de diriger un MAC? Et la dernière question que je pose, est-ce que vous êtes heureuse en tant que directrice du MAC? Alors moi, je suis très heureuse en tant que directrice du MAC. Et en fait, la difficulté, elle est derrière nous. La première année, évidemment, on vous teste, hein, et puis on ne sait pas très bien qui vous êtes. Et puis vous avez l'air un peu gentil et naïf comme ça, donc on se dit nous caille pour pied là. Et puis donc du coup c'est toujours un peu, je pense, peut-être plus compliqué pour les gens de découvrir en fait une personnalité au fil du temps et de s'adapter. Donc voilà, et puis il y a un contexte. Le MAC est un établissement éminemment politique aussi. Donc il faut pouvoir travailler suivre ses objectifs sans laisser justement... C'est un travail d'équilibriste? Alors, je pense que si on est bien ferme justement dans ses bottes, l'équilibre se trouve tout seul. Et on tombe donc, pas. On tombe pas. En tout cas, merci d'être venu nous présenter cette première programmation. On espère qu'elle tiendra. Alors on verra, je crois qu'il y a des annonces aujourd'hui, mais bon, si on n'est pas confiné, ça tient. Et même si on est confiné, on a déjà réfléchi à une alternative, voilà, pour quand même proposer quelque chose. Et on vous reverra peut-être à la fin de l'année pour annoncer s'il y a d'autres choses au mois de janvier. Avec plaisir. Merci d'être venu, il est 13h et déjà 26 minutes, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et puis on va recevoir Francette Florimond en direct de la Martinique et bien sûr Iman Soudan qui est déjà là, qui elle aussi fait son retour. On est dans la culture. À tout à l'heure. Dernière partie du ZCL, je vous annonce en exclusivité déjà la sortie du dernier album de Fred Dehé, tout chaud. Il a quasi brûlé mes mains, mais enfin, je ne l'ai pas encore écouté, donc on en parlera. Fred viendra ici nous en parler. Pour l'heure, nous recevons Iman qui revient. Bonjour Iman. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va, malgré le Covid, tout ça? On fait avec, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Alors, quel va être le programme aujourd'hui? Alors, on va un peu parler justement du point, on va faire un petit bilan sur l'état de la danse en Guadeloupe. Et on va faire un petit focus sur une école de danse qui s'appelle Karukera Ballet, qui a mis en place un dispositif récif pour permettre aux compagnies de travailler, de créer. Ça se passe où, Pointe-à-Pitre? Sur Pointe-à-Pitre, oui. Donc, c'est une école qui vient d'ouvrir. Oui. Déjà, par rapport à la situation Covid, les écoles de danse ont eu beaucoup de mal à sortir. Elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas? En effectif réduit avec les mesures sanitaires. C'est vrai que c'est compliqué de danser avec un masque. Pendant la période du confinement, beaucoup de plateformes se sont mises en place, des cours en ligne, pour essayer de garder toujours une dynamique. Tout le monde espérait une rentrée un peu sereine, sortie de tout ça. Et en fait, on se rend compte que on a toujours une espèce d'épée de Damoclès sur la tête avec une peur constante d'une restriction préfectorale. On n'est pas à l'abri de ça, même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà, donc certains, les cours fonctionnent, mais avec un effectif réduit, donc les écoles sont moins rentables quand même. Il y a des frais, il y a des factures. Enfin voilà, c'est une période très compliquée économiquement pour les écoles de danse et pour les danseurs et les professionnels de l'événementiel, du sport, de la culture. Enfin voilà, c'est très, très compliqué. Et on est dans une incertitude, en fait. C'est l'inconnu. Donc pas de manifestation en ce moment? Pas de manifestation, pas de spectacle, pas de... Enfin voilà, c'est très, très incertain. L'avenir, on ne peut même pas prévoir pour 2021 qui est dans 2 mois. Non, je ne sais pas si vous avez entendu, la directrice du MAC était là.
Elle a donné le programme uniquement de novembre à décembre. Oui. Mais il y a encore, et encore. Et encore, donc Oui. c'est sous réserve. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les danseurs. Après, il y a aussi la réalité économique qui fait qu'à un moment donné, certaines écoles sont dans un spectre de la fermeture. Par exemple, au Canada, au Québec, il y a 80% des écoles qui sont à risque de fermer. Donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, pour un territoire comme la Guadeloupe, imaginez 80% de... Enfin, c'est énorme. Ben oui. Donc c'est vraiment les grandes écoles qui ont une trésorerie solide qui vont pouvoir se sortir de là ou alors mettre en place des projets. Donc aujourd'hui, je veux faire le focus sur l'école Karuki-Rabale, donc qui a ouvert il y a 1 an et qui met en place un dispositif pour permettre aux compagnies et aux artistes de créer dans cette période, d'avoir un lieu pour pouvoir répéter et mettre... faire en fait avancer leur création chorégraphique. Donc il y a des prestations qui étaient ouvertes au public, mais bon, la période fait que c'est un peu compliqué en fait pour avoir un rendu d'avancement de leur projet, mais le prochain événement, si tout va bien, c'est le 21 novembre. Donc Quand même. voilà, si tout va bien. Donc je vous laisse regarder Agnès qui parle de l'école Karuki-Rabale. Reportage Iman. Iman Soudan. Voilà. Super. Bonjour Agnès. Bonjour Iman. Merci de me rencontrer. Donc aujourd'hui, on va parler de l'école Karuki-Rabale. Donc voilà, moi je m'appelle Agnès Boulanger, je suis interprète et professeure de danse classique à Karuki-Rabale. Voilà, j'ai commencé la danse comme toutes les petites filles à 5 ans pour suivre le bel exemple de mes sœurs aînées. Et j'ai découvert une vraie passion, du coup un vrai moyen d'expression qui m'a animée. J'ai tenté des auditions et je suis rentrée avec donc le CCN Ballet de Lorraine dans une structure qui s'appelait une cellule d'insertion professionnelle. Donc j'avais l'occasion d'être stagiaire dans une grosse compagnie française. Et du coup, j'y ai fait toute ma carrière, j'ai dansé là-bas pendant 12 ans. Est venu le temps de se poser des questions sur la suite et effectivement le professorat est venu un peu comme une évidence. Et aussi par la rencontre avec donc Xavier Chasseur-Daniel qui est donc membre de l'équipe et directeur comme nous, avec donc mon conjoint Julien Fisly. Donc on est tous les trois des anciens danseurs du ballet de Lorraine, on s'est rencontrés là-bas. Et du coup, c'est de là qu'est né Karuki-Rabale, c'est de l'union de ces 3 danseurs, plus aussi Claire Chasseur-Daniel, l'épouse de Xavier. Et vraiment née l'idée de monter ce projet ensemble et vraiment d'essayer d'emmener toute notre expérience et tout ce qu'on a pu vivre ensemble, en sachant que Xavier a dansé au CCN Ballet de Lorraine, il a eu un parcours aussi d'interprète indépendant et il est professeur de danse. Mon conjoint également a dansé professionnellement dans plusieurs compagnies de renommée internationale et a eu une compagnie, lui, donc il est chorégraphe. Donc il y avait vraiment ces 3 parcours avec ces 3 personnes qui avaient envie de faire quelque chose communément et d'essayer de transmettre en fait nos parcours et nos expériences. Et votre passion, parce que je te vois vraiment animée de cette passion. Bien quand sûr. tu en parles. C'est une passion de vie, c'est toute une vie. Et Karuki-Rabale, c'est vraiment un projet d'amitié et de toute une vie. Oui. D'accord. Quelle est votre vision en fait par rapport à Karuki-Rabale? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter et, quel est l'objectif Je crois qu'on a eu des parcours tous les 3 très nourris énormément de disciplines. Ces disciplines-là, elles sont tellement complémentaires que nous, vraiment, ici, on a envie
transmettre ces 3 disciplines et vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment des vases communicants entre ces disciplines, qu'on puisse vraiment se nourrir un peu partout et pas rester peut-être coincé quelque part ou essayer vraiment de trouver sa voie en fait. Que le danseur puisse vraiment se nourrir et trouver son espace. Donc l'idée c'est de créer des passerelles Tout à fait. Voilà, entre les disciplines. Ok. Pour toi, la danse, si tu devais la définir en 3 mots, ce serait quoi? Respirer, passion et je dirais expression. Quel est la situation sur la danse en Guadeloupe selon toi, au niveau des conditions, des échanges qu'il y a, de l'autonomie, de plein de... Le projet aussi, c'était d'essayer de mettre à disposition la structure pour les compagnies aussi, parce que en tant qu'interprète, on est très sensible à la création. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé, avec le soutien donc, de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, la préfecture de Guadeloupe, et aussi en collaboration avec l'archipel, la scène nationale, on a créé donc le dispositif Récif, qui est un dispositif, on va dire qu'en soutien à la création des compagnies du territoire, on met à disposition les studios pour qu'ils puissent avoir un lieu d'accueil et vraiment qu'ils puissent disposer d'un bel endroit pour eux pour pouvoir rechercher, travailler, créer dans des bonnes conditions, je pense. Récif, pourquoi Récif? Alors, en fait, Récif, c'est vraiment le récif corallien. Et du coup, on a vraiment 2 systèmes en fait dans Récif. Il y a l'amarrage et l'ancrage. On va dire que l'ancrage, c'est vraiment pour les compagnies qui vont avoir droit à une résidence. On appelle ça plutôt une résidence, qui vont avoir un temps un peu plus long et qui vont aussi être subventionnés. Et l'amarrage, où là, on est sur un temps d'accueil studio un peu plus court, mais tout aussi intéressant. Donc du coup, on a vraiment ces 2 dispositifs-là. On a mis en place des présentations publiques pour que du coup, les artistes puissent déjà se confronter à un public, parce que c'est super intéressant, même si on est à une étape de travail ou qu'on n'en est qu'à un moment un peu de recherche, c'est toujours intéressant d'avoir un œil un peu... Voilà, on a l'impression d'être des petites souris, où le public a le droit vraiment de voir ce travail-là, de témoigner de ce travail-là. Et du coup, là, malheureusement, au niveau de l'accueil du public, on se voit vraiment restreint. Donc, c'est un peu compliqué. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, le 21 novembre, il y a quand même une répétition, une restitution. Donc, il y aura les infos sur le site si jamais tout va bien et qu'on a le droit de... Oui, de présenter. Là, on avait la compagnie La Saillée, qui est plutôt une compagnie un peu plus circassienne. Là, on va accueillir la compagnie Munka, le collectif Edo, une compagnie qui s'appelle Empreinte. Et les 2 compagnies qui sont en résidence, c'est la compagnie La Mangrove ainsi que Myriam Soulange. J'espère que ça va tourner toutes les années et qu'on va pouvoir soutenir le maximum de compagnies du territoire. D'accord. Donc la prochaine séance, c'est le 21 novembre, c'est ça? Avec la compagnie La Mangrove, le 21 novembre. Au niveau de l'école, quels sont les cours que vous proposez Alors, on a 3 disciplines que l'on propose donc à l'école Karoukera Ballet. La danse classique, la danse contemporaine et le modern jazz. La danse classique est enseignée donc par Xavier Chasseur-Daniel et moi-même. La danse contemporaine qui est enseignée également par Monsieur Xavier Chasseur-Daniel et Julien Fisseli. Et le modern jazz qui est enseigné par Hubert Petitfard. Et on essaie vraiment de proposer donc ces 3 disciplines avec vraiment le plus large spectre, on va dire, dans l'âge. Donc les cours d'éveil commencent à partir de 4 ans. Et on va jusqu'à ce que le corps le permette, avec des cours d'adultes également. Donc même quelqu'un d'adulte qui n'a jamais fait de danse peut venir en classique. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Les cours, c'est plus le soir, c'est ça? C'est plutôt le soir. On a la journée du mercredi qui est bien complète. Le samedi matin également. Est-ce que tu as une autre actualité à nous partager? Les inscriptions pour Karoukera Ballet sont toujours ouvertes. Nous proposons donc un cours d'essai dans chaque discipline gratuit.
Donc on peut venir tester, se renseigner donc auprès de Claire ou se renseigner sur notre site carouquera-ballet.com ou contacter Claire Chasseur-Daniel, donc notre secrétaire, à contact@carouquera-ballet.com pour toutes les informations. Ok, merci beaucoup. Merci madame. Avec plaisir. Iman, pour danser avec Iman. Vous avez des mots, Iman, avant de se quitter? Alors, surtout de dire aux gens de venir danser parce que c'est vraiment hyper essentiel, même si on est à distance, de conserver un lien et d'avoir une activité physique. C'est important. Merci Iman d'être venu. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Pour l'instant, on part directement à la Martinique rencontrer Francette Florimond. Francette, bonjour, vous êtes déjà là? Oui, je suis déjà là. Toute confinée à Fort-de-France? Confinée, mais la presse n'arrête pas, donc en activité très intense. Alors, justement, sortie du magazine de Novembre Inter-Entreprise. Justement, vous savez, il y a des populations dont on ne parle pas beaucoup, ou en tout cas rarement, ce sont les handicapés. Oui. Et il se trouve que l'État a mis un certain nombre d'aides et donc du coup nous sommes allés un peu regarder comment est la population des handicapés, notamment aux Antilles-Guyane, et on a eu la stupéfiante découverte de constater que 80% des handicaps ne se voient pas. Oui. Et qu'il n'y a que 20% des personnes qui sont déclarées handicapées qui le sont à la naissance. C'est-à-dire que tout le reste, 80%, sont des personnes qui le sont au cours de leur vie. D'accord. Et entre autres au cours de leur vie professionnelle. Pour moi, c'est un grand questionnement, ce qui veut dire qu'il faut vraiment, d'ailleurs notre publicité qui va bientôt sortir, c'est l'activité humaine fait mal au corps humain. Oui. Donc on doit vraiment se poser des questions, enfin nos décideurs et nous-mêmes, chacun dans nos organisations. Et donc, pourquoi en plus nous avons fait ça? Vu que pendant une période jusqu'au 21 janvier 2021, l'État a mis en place une aide de 4 000 € pour améliorer l'embauche de personnes handicapées. Donc vraiment, on fait dans ce numéro-là un retour sur l'ensemble des aides, mais je pense que vraiment, le pourcentage qu'on doit avoir dans nos têtes par rapport à cette population aux Antilles-Guyane, c'est que 80% des personnes qui le sont, on ne le sait pas, on ne le voit pas, et elles souffrent de quoi? Elles souffrent du dos, du canal carpien, des genoux, etc. Donc ce sont des pathologies d'usure, donc et d'usure rapide, sans doute du fait de l'activité professionnelle. Donc vraiment, la prévention et puis le questionnement des organisations est pour nous essentiel. Quand on fait ça, il faut s'y atteler, quoi. D'accord. Voilà. Deuxième sujet médical aussi, le diabète. Eh bien, en fait, c'est une information qui est tombée le même jour que M. Castex annonçait, détaillait du moins le confinement et annonçait que la Martinique serait confinée. Oui. Il y a une nouvelle qui est complètement passée sous les radars. C'est celle que l'INRA, qui est donc française, Institut de recherche, avec l'université d'Adélaïde en Australie, ont compris pourquoi les gens sont obèses et présentent du diabète. Oui. Ils ont expliqué que nous naissons avec 2 capteurs de glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, un qui est dans le cerveau et l'autre qui est dans le ventre. Oui. Or, ils constatent que les personnes qui sont diabétiques et obèses n'ont plus de capteurs dans le ventre. Ce qui veut dire que très concrètement, c'est l'alimentation qui serait la responsable de la disparition de ce capteur, oui, et qui entraîne ce développement de l'obésité. Pour moi, une information comme ça est capitale, parce que ça veut dire quoi? Premièrement, on arrête de stigmatiser les gens qui se retrouvent à prendre du poids de manière assez effrayante des fois. On comprend que ce n'est pas de leur faute. Deuxièmement, c'est un questionnement pour les industriels qui mettent, qui mettent en place des produits sucrés, mais également toute l'alimentation, vu qu'aujourd'hui, manger des légumes devient un challenge à remporter tous les matins, et alors qu'un plat cuisiné tout prêt est facilement accessible à n'importe qui. Oui. Donc, il y a cette alimentation qu'on nous a poussé à utiliser. Aujourd'hui, il y a des industriels agroalimentaires puissants, mais ça chez nous aussi.
et qu'est-ce qu'elles mettent dans leur, leur préparation qui produit la destruction de ce capteur. Alors bien sûr, les chercheurs, en bons chercheurs, proposent de développer des technologies, en fait de faire de la recherche pour pouvoir réparer ce capteur. Mais moi je me dis, en même temps, on comprend pour les gens qui sont déjà obèses et diabétiques, mais pour tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce cas, il serait peut-être temps qu'on se questionne sur ce qu'on mange et de manière à ne pas détruire le capteur. Bien voilà. sûr, donc bien c'était une alerte. Oui, c'est une très bonne alerte. Hein. Une très bonne alerte parce que c'est une très bonne alerte parce que vous savez ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, les gens qui ont le diabète et qui sont obèses ont plus de chances, ce qu'on appelle les comorbidités, et ça tue tous les jours en France des dizaines et des dizaines de personnes. Et attendez, je vais vous donner encore une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Oui. Les gens qui ont comorbidité par rapport au Covid commencent à perdre leur travail. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations sont dans un tel stress et peur de la judiciarisation des choses, qu'ils préfèrent se séparer de personnes qui risqueraient peut-être de présenter, en fait, de faire un procès si jamais quelque chose leur arrive dans l'entreprise. Donc on assiste en ce moment à des licenciements de personnes qui sont en comorbidité. Donc ça incite encore plus à faire attention, à se questionner et à rentrer dans de la prévention et changer notre modèle. Tout à fait. Merci Francette en direct de Fort-de-France confinée. On revient à la réalité de la Guadeloupe. On vous entendra demain autre part. Jean-Marie Nomertin était convoqué ce matin chez les flics. Rapidement, de quoi il s'agit? On regarde le reportage de Charlie. Je trouve que ça a fait nous, personnellement, les employés de l'Emar Sécurité, ça a fait 5 mois que nous ne pouvons pas toucher. Et il est début. C'était suite à barrage que nous fait Fonsarail dans le cadre de la grève à les camarades d'AEG au 38e jour de grève. Là, il n'y a pas en pays là, c'est dialogue social, pas de rien, tout bien débloqué. Donc nous rassemblons-nous pour te faire entendre nous et surtout que les choses bougent. Donc nous décidons de bloquer et c'est ça qu'on approche moi de yon avec les camarades de faire une manifestation qui n'a pas été déclarée et de bloquer la RILA. C'est des infractions qui a dans le code qui a donc pénalisé mon qui a fait là. Donc il était hors de question pour moi de laguer et donc combattre ça et de dire que c'était les camarades qui fait, il n'y a pas moi qui fait. Donc moi j'ai assumé en tant que dirigeant et c'est en tant que tel que j'ai convoqué moi aujourd'hui là. Mais ça en cas dit, c'est qu'il va très vite. Soit-disant, il n'y a pas ni en lot gendarme, soit-disant, il n'y a pas ni en lot juge, soit-disant, il n'y a pas ni en lot monde pour faire travailler les moyens. Mais entre le 13 octobre et aujourd'hui là, eh bien, j'ai convoqué aujourd'hui là devant le procureur là. Donc 13 octobre, action, 14 octobre, convocation, 17 octobre, convocation devant la brigade de recherche à la police, gendarmerie. Ensuite, aujourd'hui là, donc nous présents. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a fait de nous des ennemis de l'intérieur et nous avons assumé. Nous avons assumé parfaitement et nous avons toujours défendu l'intérêt à travailler. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut les travailler de plus en plus, faire preuve en lot de discernement et surtout juger des actions que nous avons menées pour nous être fermes, gagner le combat, mais surtout que nous déterminons ça nous avons fait. Mais il y a hors de question que nous tuions. Nous avons un pays où on n'a pas barré la rue pas comme si une cause. Ou à dans le pays, on a fait convoquer tout le monde qui barre chimé aujourd'hui là et t'es manqué place pour accueillir ces gens là. Donc nous ne pouvons pas dire que nous accepter. Il rappelé pour qu'il en rôle, il rappelé des voies, mais nous avons dit nous c'est dans le cadre du rapport de force. C'est parce que malheureux en France bravé qui aujourd'hui là que nous avons manifesté. C'est parce que malheureux en France bravé qui aujourd'hui là nous avons procureur qui convoqué moi aujourd'hui là. Donc tout ça, il y en a l'autre. Nous avons dit c'est dans le cours de l'histoire. Nous pouvons battre derrière, faire les choses avancer, il faut travailler à Goumé et surtout faire nous que Goumé encore plus fort avec la crise sanitaire là, les licenciements commencent à tomber, mais aussi la misère commence à s'installer. Donc devant tout ça, il faut nous réagir et donc ça qui fait réagir sera partie de tout combat que nous menons. Reportage Michel de Pape. Très rapidement, on se trouve vers le Goubert Rabassière où le CGOSP est aussi un mouvement. Les salariés ne sont pas payés. Madame Chantal Lérouche s'est déplacée pour essayer de trouver une négociation avec M. Lima. Résultat, Olivier Félix était là très rapidement. Je trouve que ça a fait nous, personnellement, les employés de l'Emar Sécurité, ça a fait 5 mois que nous ne pouvons pas toucher.
Et il est début octobre. Nous provoquer, quand on dit la fois là, provoquer. C'est pas, ça n'a pas été planifié, hein, c'est provoquer, nous provoquer en réunion avec le directeur ACG Ouest Goubert. Pour nous demander l'explication, qui ça a passé et qu'à nous faire parce que 5 mois vont toucher, on a famille, on a charge à payer, on a bit à payer, il faut nous voir la nuit. Et il dit nous que la directrice là n'est pour monter Paris pour régler le problème là le 14, si on a bien songé. 14 octobre. Et qu'après ça, il y a une nouvelle. Donc, nouvelle, c'est positif ou négatif. Et à part de ça, faire-moi arriver, nous ne pouvons pas parler d'elle. Mon patron, si une nouvelle, patron qui a dit qu'il a crié, il va arriver. Depuis décembre 2019, nous n'avons pas de ressources financières, nous n'avons aucune cotisation. Donc nous avons tenu tant bien que mal pour honorer certaines charges obligatoires comme celle du personnel, avec difficulté exacerbée depuis quelques mois. Et puis donc avec aussi une démarche qui est en cours pour faire établir les cotisations auprès du ministère des Outre-mer et de la Santé. Parce qu'il faut savoir que la situation que nous vivons est également vécue par le CGOS de la Martinique, qui n'a pas de cotisation depuis plusieurs mois. Les choses sont en train de se remettre en ordre, puisque nous avons une nouvelle fois rencontré les deux ministères Santé et Outre-mer le 14 octobre, et que hier encore, nous avons eu des échanges de documents avec eux pour avancer sur l'agrément, mais surtout nous permettre de rétablir ces cotisations. Ce que j'ai expliqué à M. Lemar lorsque je l'ai eu au téléphone personnellement mardi. Il a rencontré par la suite le trésorier de l'association ainsi que le directeur par intérim et nous lui avons fait une proposition qui est la meilleure que nous pouvons faire actuellement, c'est-à-dire lui payer une partie de la dette tout de suite, une autre partie en fin de mois et puis solder fin décembre avec donc pour nous l'obligation de recouvrer d'ici là des cotisations, des ressources pour payer. Nous avons 0 rentrée d'argent depuis décembre 2019 et j'ai bien expliqué à M. Lemar qui travaille avec nous depuis très longtemps qu'il n'a jamais eu de difficulté de paiement avec le CGOS jusque-là. Et donc, je lui ai expliqué la situation particulière. Je comprends sa difficulté puisqu'il a du personnel à rémunérer, mais nous ne pouvons faire que ce que nous avons proposé. Donc, une partie tout de suite et puis 2 échéances pour solder avant la fin de l'année, avec éventuellement un certificat pour sa banque. Et ça, M. Lemar l'a refusé. Voilà, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu en début d'émission Madame Lorilla Rinson, la directrice générale du MAC. On a eu aussi la chronique de l'eau en toutes choses comme d'habitude. Et puis on a retrouvé Françoise Florimont en direct de la Martinique et Iman qui est revenu pour Iman et la danse avec Iman. Et puis comme d'habitude, l'actualité, la mobilisation qui se poursuit à l'EFS avec Charlie Dagonia, le Gilles Raspec. Et aussi cette interpellation, la deuxième de Jean-Marie Nomertin chez les flics. Et puis on a terminé avec le CIOSP de Bastère où la négociation a commencé avec Chantal Lewis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Kevin. On se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL. Merci d'être avec nous aussi nombreux tous les midis dans Guadeloupe, Martinique, à La Réunion et en France. Ciao, bye bye. À lundi à l'onde de soleil, si pas ni la pluie, ni Covid.